Coucou! Aujourd'hui, on va parler sexualité comme le titre l'indique. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que c'est un sujet dont je parle assez régulièrement, notamment plus récemment en fait sur les derniers mois, car dans ma vie personnelle, ma sexualité a énormément évolué et changé. Je vais vous expliquer un petit peu plus tout ça dans la vidéo. Mais à chaque fois, j'ai juste survolé le sujet des traumatismes sexuels et de la sexualité dans mes précédentes vidéos parce que c'était pas le thème de la vidéo et que c'est un sujet qui est très complexe aussi, donc forcément j'allais pas commencer à parler. Déjà que mes vidéos sont longues de base, voilà, fallait doser un petit peu. Mais au final, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour en parler parce que récemment j'ai eu des conversations avec des amis à moi concernant tout ça et je me suis dit bah ouais, en fait je me sens prête à faire cette vidéo et je pense que ça pourrait en aider plus d'un et plus d'une, donc c'est parti. D'abord on va écouter le sponsor de la vidéo car c'est un chouette sponsor pour cette thématique de vidéo. Le sponsor de cette vidéo c'est la marque MyLuby. Je trouvais que c'était un sponsor qui était plutôt approprié à la thématique de cette vidéo qui parle de sexualité et avoir une sexualité épanouie même quand on a vécu des traumatismes sexuels, car c'est totalement possible. MyLuby, c'est une marque que je vous avais déjà présentée parce que c'est une marque qui propose entre autres des masseurs personnels, voilà, pour utiliser un terme un petit peu plus friendly pour YouTube. Personnellement, moi j'en ai deux de la marque MyLuby, notamment le masseur Aura que je vais vous présenter dans un instant. Il ressemble à ceci, c'est un masseur qui va notamment stimuler la zone du clitoris, voilà, chez les personnes qui ont des clitoris. C'est un masseur que j'aime énormément pour plusieurs raisons. Déjà, il a une texture très douce, très agréable et c'est super facile d'utilisation aussi. Donc vous voyez, il y a juste des petits boutons ici qui vous permettent de changer d'intensité de vibration, sachant qu'il y a 5 modes différents de vibration et d'intensité. Il y a cet embout là du coup qui est à mettre sur la zone directement du clitoris. C'est rechargeable par câble et c'est également waterproof, donc vous pouvez l'utiliser sous la douche, dans le bain, peu importe. Je pense que ce que j'ai vraiment aimé avec ce masseur là, c'est le fait que en fait, ce petit embout là, il va créer des sortes de pulsations d'air qui vont imiter le sexe oral. Du coup, voilà, c'est des sensations qui sont plutôt agréables, enfin même très agréables d'ailleurs. Je l'ai utilisé seule et en couple et à chaque fois ça se passe très bien. Enfin, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est génial quand on a une sexualité en couple, mais aussi quand on a une sexualité soi-même, enfin entre soi et soi-même quoi. Ce que je trouve bien aussi avec les masseurs de la marque MyLuby, c'est qu'ils sont pas genre rose fuchsia, néon et tout machin. C'est des couleurs beaucoup plus douces et tout. Enfin, je sais pas, moi ça m'attire plus que des masseurs qui vont vraiment être flash et ci et ça. J'aime beaucoup l'esthétique de ceux-là. Un autre produit que je voulais présenter, c'est le lubrifiant de la marque MyLuby qui est made in France. Ce lubrifiant, pourquoi il est bien? Pour plein de raisons. Déjà, c'est un lubrifiant qui est à eau, donc il est à base d'eau. Il a une texture qui est vraiment très douce, très légère, enfin pas trop épais et pas trop fluide non plus. Il n'a pas de parfum non plus dedans et ça c'est vraiment bien, pas de glycérine non plus. C'est beaucoup mieux pour la peau, ça n'irrite pas la peau ni quoi que ce soit. Ça n'a pas de goût, de trucs inconfortables quoi. À savoir que les ingrédients de la marque MyLuby sont à 99% d'ingrédients naturels, donc ça c'est super chouette. Ce qui est cool aussi, c'est que la marque fait énormément d'efforts au niveau écologie, notamment le tube est 100% recyclable et il est fait à partir de bioplastique qui est fait à partir de canne à sucre. Donc voilà, si vous êtes des personnes pour qui c'est important en fait l'écologie et tout, c'est plutôt une très bonne option, une très bonne marque. De toute façon, ça devrait être important pour tout le monde, l'écologie, qu'on s'entende. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de honte à utiliser de masseur, surtout si par exemple on a vécu des traumatismes sexuels. Parfois c'est la première étape et la meilleure option en fait quand on a du mal avec sa sexualité, qu'on a du mal aussi à découvrir son corps et à connaître son corps, d'utiliser des masseurs comme ça. C'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus safe et dans lequel on se sent mieux pour peut-être ensuite avoir une sexualité avec d'autres partenaires ou pas. C'est d'ailleurs très bien aussi quand on a des partenaires d'utiliser des masseurs, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait être plus normalisé à intégrer dans son quotidien. Il y a souvent beaucoup de honte au fait d'utiliser des masseurs et j'ai jamais compris pourquoi en fait, comme si c'était quelque chose de sale ou d'un trop intime ou je sais pas quoi. Il y a zéro honte à avoir, c'est une fonction qu'on a dans notre corps de pouvoir ressentir du plaisir par nos zones intimes, donc voilà, vraiment il n'y a pas de honte à avoir. Sachez que j'ai un code promo évidemment, sinon c'est pas drôle, le code promo Christina15 qui s'affiche juste ici, qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur le site. Le lien du site est en barre d'infos. Je vous invite vraiment à tester la marque si vous avez envie de découvrir ce genre de produits, sachant que c'est des produits honnêtement de très bonne qualité que j'utilise maintenant depuis des mois, en fait depuis cet hiver. Voilà, c'est des produits vers lesquels je me tourne régulièrement quand j'ai envie de m'y tourner en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite sponsor vous aura plu. Évidemment c'est une sponsorisation, enfin une collaboration rémunérée, mais je vous en parle avec mon avis personnel quand même. C'est tout ce que j'ai à dire, plein de bisous et on reprend la vidéo.
Pour cette vidéo, on va fonctionner en parties. La première partie, ce sera une partie qui sera assez courte pour donner quelques infos basiques sur comment ça fonctionne en fait les traumatismes, etc. Enfin, surtout au niveau sexuel. Pourquoi ça a un impact dans la sexualité et comment ça se traduit en fait. La deuxième partie, ce sera mon expérience personnelle avec les traumatismes sexuels, l'impact sur ma sexualité que mes traumatismes ont eu. Et la partie finale, ce sera une FAQ où je répondrai à vos questions vis-à-vis de tout ça et où je vous donnerai mes conseils par rapport à ma propre sexualité et comment j'ai fait pour réussir à avoir une sexualité que je considère maintenant épanouie alors que j'ai des traumatismes sexuels et pas sexuels qui ont causé dans les deux cas en fait des conséquences sur ma vie sexuelle. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot sexuel. Pour commencer aussi, petit trigger warning, évidemment, si jamais c'est le type de sujet qui vous trigger, peut-être écoutez cette vidéo dans une safe place, à un moment où vous vous sentez bien, parce que je pense que cette vidéo pourra en aider plus d'un qui ont vécu des traumas sexuels. On va pas rentrer dans des trucs graphiques de description de trauma ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de façon graphique de mes traumas. Néanmoins, c'est quand même des sujets qui peuvent trigger, donc faites attention à vous. Vous trouvez pas que mon look est vraiment slay aujourd'hui? Ouais, je sais. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon, on va pouvoir commencer à parler. Première partie, information importante concernant les traumatismes. Avant de faire cette vidéo, évidemment, j'ai pris plein de notes, comme à mon habitude dans mon carnet des vidéos YouTube que j'ai depuis le début de mes vidéos YouTube. C'est pour dire. Bref, je vais vous lire 2-3 petits trucs que j'ai notés. Déjà, il faut savoir que, évidemment, suite à des traumatismes, on peut avoir ce que on appelle du PTSD. Je pense que c'est un terme que vous avez sûrement dû entendre sur internet, sachant que le PTSD, c'est un diagnostic à la base, et c'est tout simplement le trouble du stress post-traumatique. Voilà, donc c'est un trouble qui survient généralement quand on a vécu des traumatismes logiques. Ce trouble se traduit par différents symptômes qui sont notamment la reviviscence traumatique, donc le fait de revivre l'événement traumatique en boucle. Donc en fait, le traumatisme, il se distingue d'une mauvaise expérience par le fait que la mauvaise expérience ne va pas avoir un impact au quotidien dès que quelque chose vous fait penser à cette mauvaise expérience et ça va pas vous empêcher de vivre en fait. Alors que on considère qu'un événement est vécu comme traumatisant pour une personne quand ça va avoir des répercussions sur son quotidien alors même qu'il n'est plus en train de vivre la situation traumatique, notamment par les reviviscences traumatiques qui peuvent se matérialiser par des flashbacks, des sensations même physiques, sensorielles, olfactive aussi, vous pouvez avoir l'impression de sentir ce qui se passait lors du trauma que vous avez vécu, de sentir des choses vous toucher ou peu importe alors que ce n'est pas le cas. Ça peut aussi prendre forme sous forme de cauchemar, de pensées intrusives aussi, enfin bref, ça va vraiment impacter votre quotidien alors que vous n'êtes plus dans la situation traumatique. Il peut y avoir aussi des tentatives d'évitement, donc en fait éviter tout ce qui pourrait s'approcher de près ou de loin à la situation que vous avez vécue qui a été traumatique. Ça peut vous rendre totalement renfermé, effrayé du monde extérieur, etc. Il peut également y avoir des réactions neurovégétatives, par exemple des sueurs, des sursauts, de l'irritabilité, ou même évidemment des troubles dissociatifs, des déconnexions avec la réalité, des troubles de l'humeur aussi, enfin bref, plein de réactions peuvent être entraînées par un traumatisme en fait. On peut développer des troubles, avoir des diagnostics par la suite, avoir plein de symptômes différents qui impactent la vie au quotidien. Ma psy m'avait expliqué également que les traumatismes sexuels étaient considérés comme des traumatismes complexes, dans le sens où ils sont très complexes à traiter, à gérer et tout, parce que la sexualité, ça touche au plus profond de l'intimité en fait. C'est quelque chose qui va impacter ton rapport avec toi-même, à ton corps, et c'est quelque chose de très très sensible et du coup très difficile à déconstruire. Mais c'est possible, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, suite à un traumatisme, on va pouvoir développer malheureusement des troubles liés à la sexualité. Car oui, un traumatisme n'est pas forcé d'être un traumatisme sexuel pour avoir un impact sur la sexualité. N'importe quel type de traumatisme peut impacter la sexualité, que le traumatisme soit une agression sexuelle ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas, un décès, un truc comme ça. Pour info, 80% des gens avec du PTSD, donc le trouble du stress post-traumatique, ont des problèmes sexuels importants et durables, même si le trauma de base n'a pas de nature sexuelle, c'est ce que je disais du coup. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça peut être des troubles sexuels? Ça peut être une très grande perte de libido, voire plus du tout de libido du tout. Ça peut être aussi une hypersexualisation. Donc l'hypersexualisation, ça va être se sentir
obligé de se livrer à une activité sexuelle. Ça peut être n'importe quoi, pornographie, masturbation intensive, même des rapports sexuels qui vont être potentiellement même dangereux pour soi, mais ne pas réussir du coup à contrôler ça. On va tout le temps avoir le besoin de se sexualiser, de se livrer à une activité sexuelle, et c'est un peu une sorte de pulsion, on n'arrive pas à contrôler ça et on en souffre. C'est pas juste avoir beaucoup de libido et se sentir bien avec, non, c'est vraiment un extrême. Et évidemment, ça va créer beaucoup de perturbations dans la vie. Il peut également y avoir comme conséquence de traumatisme qui touche à la sexualité le vaginisme. Voilà, donc quand la pénétration n'est pas possible, enfin littéralement ça ne veut pas rentrer. Il va aussi pouvoir y avoir la dyspareunie, donc ça je l'ai découvert en faisant mes recherches, je savais pas ce que c'était, et c'est des intenses douleurs pendant la pénétration. Donc voilà, c'est le nom que ça porte. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup d'informations. Concrètement, on sait pas trop comment ça se passe, donc je vais vous expliquer un peu plus tout ça avec mon expérience personnelle, comment moi ça s'est traduit dans ma vie, les problèmes liés, enfin qui touchent à la sexualité. Juste, on va pas utiliser certains mots pour éviter de 1 peut-être de trigger trop des gens, de 2 pour éviter de trigger l'algorithme YouTube, enfin plutôt les règles de YouTube, etc. Donc l'agression sexuelle qui commence par un V, on va l'appeler le V-word. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup, je vais vous parler un peu de mon expérience parce que j'ai une longue histoire dans ma sexualité en fait, qui a fait que maintenant j'en suis là où je suis. Premièrement, j'ai vécu des traumatismes dans l'enfance, dans l'adolescence, ça ce n'est pas un secret pour vous puisque je parle du TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité depuis le début de ma chaîne. Quand on a ce trouble-là, c'est qu'on a vécu des traumatismes. Donc voilà, j'ai déjà une base traumatique assez importante. J'ai d'autres troubles également, troubles borderline, etc. Duquel je me suis fait diagnostiquer quand j'avais 18 ans à peu près, ouais. Donc j'ai commencé à avoir un suivi psychologique quand j'étais au lycée, qui a continué dans ma vie d'adulte, littéralement. Et j'ai pu avoir quelques diagnostics comme je le disais, le TDI, le trouble borderline. J'ai eu des TCA, j'ai encore des TCA d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Le PTSD et aussi. Et non seulement j'ai vécu des traumatismes qui ont pu, je pense, clairement impacter et me faire développer des troubles sexuels, mais j'ai également subi des traumatismes liés à la sexualité, donc des agressions sexuelles, des attouchements, V-word, on va pas trop rentrer dans les détails. De toute façon, c'est pas mon but de rentrer dans trop de détails dans cette vidéo, j'ai pas envie de... Enfin, c'est quelque chose de très très privé, c'est le genre de truc que j'ai confié à très peu de personnes dans ma vie, mais je pense que, pour se faire une idée, c'est à peu près bien de savoir ça. Du coup, étant donné que ça s'est fait pendant... que j'ai vécu tout ça pendant qu'on se construit la part de l'adolescence, bon, de toute façon, peu importe quand est-ce qu'on vit ça, ça crée des perturbations énormes. Mais je pense que quand ça arrive, quand c'est dans notre enfance, dans notre adolescence, ça nous détraque encore plus, malheureusement. Et ça peut faire que on peut très bien avoir une vie sexuelle complètement détraquée pour le restant de nos jours si on n'arrive pas à traiter tout ça en fait. Dans ma vie, je suis passée par plein de stades. Voilà, donc j'ai eu une période à peu près vers mes 18-19 ans où clairement j'étais dans l'hypersexualisation. Totalement, voilà, je sais pas, en fait j'avais l'impression que pour m'auto-punir, je me mettais dans des situations dangereuses où je savais que potentiellement j'allais pouvoir me faire agresser pour me punir en fait du fait d'avoir été agressée par le passé. Je me sentais très très sale à l'époque, c'était quelque chose de vraiment compliqué à vivre pour moi, quand tout ça m'est revenu en pleine gueule et que j'ai réalisé en fait vraiment c'était très grave ce qui t'est arrivé. En fait je suis partie en couille quoi, clairement. Donc grosse période d'hypersexualisation. Il y a une période où je parle à plusieurs personnes en même temps et je m'engageais dans des trucs sexuels. Alors c'était pas des trucs... des relations de couple ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste purement sexuel et d'attirance, etc. Mais dans lesquelles je me sentais vraiment mal et pas bien, mais que je me sentais obligée de faire en fait et de m'hypersexualiser tout le temps. Ce qui me procurait beaucoup d'inconfort, de mal-être et tout. Et du fait que je me sentais sale, mais j'arrivais juste pas à le contrôler en fait. C'était pas quelque chose... Je sais pas, c'est trop bizarre à dire. Il y a même une période où, pour vous dire, je me suis posée, je me suis dit, je vais me prostituer. Voilà, parce que j'étais vraiment dans un truc de punition, je suis impure et du coup, faut que je continue dans ça et c'est ça. Je me rappelle une fois, j'étais posée dans mon bain quand j'ai pris cette décision-là je vais me prostituer en fait. Et c'était bien avant que je commence les vidéos. C'était à mes 18-19 ans, mes 18 ans. Et je m'étais inscrite sur un site et tout. Enfin bref, je n'ai pas fait de prostitution, voilà. Mais c'est quelque chose, c'est le genre de comportement que j'avais en fait à l'époque. Donc voilà, j'ai eu une grosse période de ma vie qui a été comme ça. J'ai aussi eu une période d'évitement. Donc suite à ça en fait, tout ce qui pouvait s'approcher de près ou de loin à de la sexualité ou à une situation qui pouvait amener à
une agression, des attouchements, peu importe, je l'évitais. Donc je me suis retrouvée enfermée chez moi à ne plus jamais sortir, à ne voir personne, à ne parler à personne. Pour vous dire, j'avais même, pendant toute cette période-là, évidemment, hein, j'en ai toujours eu des flashbacks, des reviviscences traumatiques, des cauchemars toutes les nuits liés à des agressions, des V-words, etc. J'avais même parfois des crises d'angoisse quand j'étais avec des membres de ma famille où je me dis, il va me V-word, il va me V-word, il va me V-word. Et je m'enfermais à clé parce que j'étais persuadée que cette personne allait me V-word, alors que pourtant, et je m'en voulais de penser ça parce que je suis là en mode, mais cette personne-là, même de tout son cœur, jamais elle ne me ferait du mal. Et pourtant, j'en étais tellement persuadée parce que je sais pas, j'avais eu un trigger ou un flashback que ouais, c'était, enfin, ça perturbait de ouf mon quotidien. Je me sentais mal parce que j'avais pas envie de voir de cette façon-là des proches à moi. Ça régissait complètement ma vie. Tout le temps, tout ne tournait autour de ça, enfin continuellement, c'était vraiment horrible. Et bref, tout ça m'a amené à sortir avec mon premier copain, enfin avec, ça a été ma première relation de toute ma vie, parce qu'avant ça, du coup, j'ai pourtant eu du coup beaucoup d'interactions, de flirts, de situationship, comme je vous parlais de trucs sexuels avec certaines personnes alors que j'étais pas forcément en couple, enfin j'étais même pas du tout en couple avec elles. Et en fait j'avais très peur des couples, de me mettre en couple, etc. Enfin du coup je n'étais jamais sortie avec qui que ce soit, alors que pourtant j'ai eu quand même pas mal de demandes dans ma vie. Ça reste entre nous. Mais bref, du coup, je suis sortie avec mon premier copain. Et du coup, côté sexuel, ça a commencé par du vaginisme. Tout simplement, j'ai fait du vaginisme, donc pénétration impossible. J'avais des douleurs, on comprenait pas ce qui se passait. Et au final, en parlant de ce que j'avais vécu et tout, je pense que ça a débloqué un truc dans mon corps. Et au final, les rapports ont pu se faire. Néanmoins, il s'est passé certains événements dans cette relation et aussi des traumas qui me sont revenus en pleine gueule. Et puis évidemment, vu que j'étais en relation pour la première fois de ma vie, j'étais dans des situations qui me rappelaient et triggeraient en fait des anciens souvenirs, qui ont fait que petit à petit, en fait, d'un coup, tout s'est coupé chez moi. Donc, alors que j'étais une personne qui avait beaucoup de libido de base, plus du tout de libido. Dès que je pensais juste au fait d'avoir une relation sexuelle, on va dire ça comme ça pour pas trigger l'algorithme YouTube, je ne veux pas que cette vidéo soit démonétisée, merci, ou qu'elle soit interdite au moins de 18 ans, pitié. Et bien oui, dès que voilà que je pense à ce genre de choses, quoi que ce soit, ça me donnait direct envie de vomir, je pouvais en faire des crises d'angoisse, je suis hémétophobe en plus, donc me donner envie de vomir c'était encore plus horrible. Bref, j'avais des reviviscences traumatiques très souvent, l'impression qu'on me touchait mes parties intimes alors même qu'il n'y avait rien du tout en fait, mais vraiment la sensation d'une main qui me touche et tout, enfin bref, c'était horrible. J'avais du mal à me laver sans me sentir mal aussi parce que j'avais l'impression qu'on m'observait, qu'on essayait de me toucher, etc. alors qu'il n'y avait rien. Je pouvais avoir des switches aussi avec des haltères, donc typiquement quand mon ex s'approchait de moi, etc. et que voilà, ça commençait à se chauffer, et bien switch avec une haltère Little, voilà, donc ça coupait toute possibilité d'avoir une relation sexuelle à ce moment-là. Donc bref, ça a été très compliqué, je faisais aussi toutes les nuits des cauchemars liés à mes traumas, bref, donc vraiment ça a été compliqué. Et sur 3 ans de relation au final, il y a eu seulement 1 an ou même moins d'1 an où en fait ça a été bien niveau, enfin de ce côté-là. Et après c'est parti en couille du coup. Pendant entre-temps j'ai commencé une thérapie pour aller mieux, pour guérir de mes traumas, pour réussir à les gérer et tout, et notamment parler des traumas sexuels qui étaient... Il faudrait que je trouve un autre mot en fait, parce que j'ai trop peur de me faire strike. Sexuel. J'ai vu des gens sur TikTok qui mettaient G à la place de X. Donc au lieu de dire ça, on va dire ça. Voilà, on affichera ça au montage. Bref. Donc, j'ai commencé à faire une thérapie pour parler de mes traumas sexuels. Et voilà, donc ça m'a quand même pas mal aidé. J'ai fait beaucoup de MDR. Il y a beaucoup de trucs qui sont ressortis. Donc, c'était une période compliquée, cette thérapie-là, mais en même temps qui m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai commencé, donc l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a fêté nos 1 an il y a pas longtemps, j'ai commencé à sortir avec ma petite amie actuelle. Donc ça a été ma deuxième relation, c'est ma deuxième relation. Et là ça a été très très différent, sachant que du coup j'avais vécu tout ce genre de choses par le passé. J'avais vécu toute la période, plus du tout de libido, plus du tout d'envie, quoi que ce soit, reviviscence traumatique, blablabla, thérapie sur mes traumas, et là je sors avec une fille. Bon, déjà j'en ai parlé dans ma vidéo coming out que je suis une personne qui est beaucoup plus attirée par les femmes que par les hommes. Je me considère maintenant vraiment lesbienne, voilà, j'ai arrêté de me voiler la face. Donc déjà, ce côté-là fait que ça a quand même aidé d'avoir des relations sexuelles avec une femme et pas avec un homme. C'était très différent pour moi. J'ai découvert ce que ça faisait de se sentir vraiment épanouie dans une relation et d'avoir énormément d'attirance pour la personne qu'on aime, enfin notamment ma copine. J'ai énormément d'attirance pour elle, donc forcément j'avais mon envie, ma libido qui montait en flèche, mais d'un coup, à partir du moment où on a commencé à sortir ensemble. Donc beaucoup de désir, beaucoup moins de peur. Donc niveau sexualité,
entre nous deux, ça s'est très bien passé dès les débuts, sachant que quand on a commencé à avoir des relations intimes, je lui avais déjà parlé de ce que j'avais vécu et du coup on a fait aussi en fonction entre guillemets un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a pris certaines précautions pour pas que je sois trigger ou quoi que ce soit. J'en parlerai un petit peu plus dans la partie FAQ pour vous raconter qu'est-ce qu'on a un peu mis en place, etc. au début quand voilà, on avait un peu peur de me trigger et tout. Mais ça s'est très très bien passé direct. Je me sens apaisée maintenant. Je me sens connectée à mon corps, à ma sexualité, à mon désir. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Et ça c'est important aussi quand on va avoir des relations intimes qui se passent bien. Ma copine sait aussi quoi faire et ne pas faire en fait pour que tout se passe bien. Donc voilà, tout est bien. Voilà, c'est génial. Après, j'ai quand même un passé, voilà, j'ai un background quand même, mes traumatismes n'ont pas disparu pour autant. Certes, je vis beaucoup mieux les relations intimes et j'y prends beaucoup de plaisir et je me sens épanouie de ce côté-là, mais j'ai encore en dehors de ça des reviviscences traumatiques, beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai quand même, notamment à travers des cauchemars et parfois des flashbacks, même si ça m'arrive beaucoup moins. Je suis toujours hyper vigilante dehors et j'ai peur en fait très souvent de sortir seule parce qu'en plus moi je suis un aimant à crackhead. Donc voilà, quand il y a un mec qui veut te parler, te draguer, t'insulter, te suivre, te toucher, ça tombe sur moi. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, un peu relou, ça fait que je suis tout le temps hyper vigilante dehors et tout, donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux et j'envisage plus du tout les relations intimes de la même façon qu'avant. C'est carrément mieux. Si vous voulez un peu en apprendre plus sur les relations intimes entre lesbienne, et bien sachez que j'en ai fait 2 vidéos en fait. Une vidéo qui a été démonétisée, enfin non pas si elle a été démonétisée partiellement et elle est pour les moins de 18 ans, mais vous pouvez quand même la regarder, voilà, c'est juste un peu plus relou pour la regarder. Et une deuxième vidéo qui elle, en fait c'est à peu près la même mais un peu plus détaillée, que j'ai fait direct dans la foulée, qui cette fois-ci n'a pas été interdite aux moins de 18 ans parce que vraiment on a bipé plein de mots. Mais du coup voilà, si jamais vous êtes une personne lesbienne, voilà, en relation avec une fille et tout, enfin bref, que vous vous posez des questions par rapport aux relations intimes, etc., LGBT, eh bien vous pouvez aller regarder cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. On va passer à la partie FAQ, comme ça vous allez pouvoir un peu plus comprendre ce que j'ai fait au quotidien et répondre à certaines questions, etc. J'espère que c'était pas trop flou jusqu'à maintenant, mais au moins vous avez eu un petit peu mon parcours de mon adolescence à maintenant vis-à-vis de mes relations intimes et mes traumas sexuels. Bref. Première question, est-ce que les traumas non sexuels peuvent avoir un effet sur la sexualité? Donc ça on l'a déjà dit, mais du coup oui, des traumas non sexuels peuvent totalement impacter et impactent très souvent d'ailleurs les relations intimes. Et d'ailleurs pas que les relations intimes, mais son propre rapport à sa sexualité. Comment on sait à partir de quel moment un acte sexuel est traumatisant? Ça dépend, je pense, totalement des personnes, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui distingue une mauvaise expérience d'un trauma, je pense, c'est la façon dont ça va impacter ton quotidien par la suite. Si ton quotidien se retrouve assez bouleversé par la suite, que tu as des reviviscences traumatiques, des flashbacks, des cauchemars, que tu te sens pas bien par rapport à ce sujet-là, alors qu'avant c'était pas du tout le cas, que ça tout simplement impacte ton quotidien, c'est que ça a été un traumatisme. Il y a de fortes chances en tout cas pour que ça en était un pour toi. Perso, après certains événements, j'ai commencé à avoir un dégoût profond pour certaines choses, des réactions littéralement corporelles. Donc comme je vous disais, sensation d'être touchée, crise d'angoisse, envie de vomir, plein de trucs comme ça. Donc c'est plein d'indices qui montrent que tu as vécu un traumatisme. Est-ce que c'est possible de retrouver une sexualité normale? Je pense clairement que oui, c'est possible. Ça demande juste beaucoup de temps. Ça demande de réussir à parler de ces traumas, d'avoir une thérapie adaptée. Il y a plein de thérapies adaptées, notamment la thérapie de MDR, mais pas que. Voilà, des thérapies, j'allais dire plus simples, mais enfin c'est pas forcément plus simple, mais juste où tu parles, voilà. Il y a aussi, purée, ma cousine a fait une thérapie avec mon ancienne psy d'ailleurs, et c'est la kinésithérapie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça marche du feu de Dieu pour elle. Je trouve ça super intéressant comme sujet. Donc essayez peut-être de vous renseigner de ce côté-là aussi. Des conseils pour reprendre confiance dans le sexe avec sa partenaire. Que penses-tu des gens qui pensent qu'on aime les trucs un peu hard type BDSM quand on a été trauma? Ça c'est un sujet qui revient très souvent en mode si elle aime les trucs, si elle a vécu des traumas et tout, c'est qu'elle est freaky, qu'elle aime les trucs hard et tout machin. Alors on peut totalement aimer le sexe hard et le BDSM et ce genre de trucs. Donc le sexe pas vanilla, voilà. Même en n'ayant pas vécu de trauma en fait.
on peut aimer ça en ayant vécu des traumas et en n'en ayant pas vécu. Il est vrai qu'on peut totalement, et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être assez tabou, ça peut paraître bizarre en fait pour certaines personnes d'avoir vécu des agressions et d'aimer les relations intimes plus violentes, où il va y avoir des trucs, par exemple se faire attacher, étrangler, ce genre de choses. Certaines personnes sont là en mode mais enfin si ça t'a trauma et tout, pourquoi t'aimes ça en fait, enfin c'est que t'as pas vraiment trauma si t'aimes bien. Si, ça t'a trauma, mais parfois en fait le fait d'engager dans ce genre de rapport-là, ça peut donner en fait le contrôle que tu n'as pas eu à l'époque quand tu as vécu ce trauma-là. C'est-à-dire, à l'époque quand tu as vécu ce truc-là, potentiellement étranglement, je ne sais pas, ce genre de choses, tu n'étais pas consentant ou consentante. Tu l'as très mal vécu, ça t'a traumatisé. Or là, tu l'intègres dans un cadre qui est consenti. Tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis quand arrêter, tu choisis ce que tu veux faire. Enfin, voilà, tu choisis en fait. Parce que tu es consentant, c'est toi qui mène le truc, c'est toi qui l'as choisi, tu le veux. Donc, ça peut énormément aider à reprendre le contrôle de la situation et du coup un peu guérir de ce trauma-là par ce genre d'action. Après, il y a également des gens qui ont vécu des traumas sexuels, mais où il n'y avait pas de violence. Et ce qui va les trigger, au contraire, ça va être les voix douces, mielleuses, les trucs doux, etc. Parce qu'on peut vivre des agressions même dans un cadre comme ça en fait. Une agression, c'est pas forcément un truc violent et ci et ça. Non, ça peut être aussi de façon très doucereuse et mielleuse, etc. Et tu ne consentais pas à ça. Donc pour d'autres personnes, voilà, ça va être le sexe plus violent qui va les faire se sentir plus confortables avec eux-mêmes. Tout simplement. Donc, en fait, aimez ce que vous voulez du moment que vous le faites de façon safe et consentie, il n'y a pas de mal. Moi-même, je suis une personne qui aime, pas forcément tout le temps, mais j'aime aussi les pratiques BDSM, voilà. C'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir. J'ai eu une grosse période d'hypersexualisation par le passé, notamment, qui me... Enfin, comment dire, que je vivais pas forcément très bien, mais voilà, j'ai connu ça aussi. Je connais la honte qu'on peut ressentir dans ce genre de truc, en mode mais putain j'ai vécu ça et pourtant je fais quand même ce genre de choses et tout, mais c'est quoi mon problème, je suis détraquée, qu'est-ce qui va pas chez moi, je suis sale, je suis ci, je suis ça. Non, c'est juste le cerveau fonctionne comme ça, voilà, c'est comme ça en fait. Néanmoins maintenant quand je pratique ce genre de pratique, je le fais de façon consentie et voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour les partenaires pour être le plus bienveillant possible? Je vais vous donner des conseils qui marchent sur moi mais qui marchent aussi sur ma copine qui a elle-même vécu des traumatismes sexuels. Donc voilà, j'ai un peu... on a toutes les deux un peu les deux rôles, c'est-à-dire le rôle de la partenaire qui doit faire attention à son autre partenaire. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, trauma ou pas, on est censé faire attention à son partenaire ou sa partenaire. Mais pour le coup, là, toutes les deux, on est vigilantes vis-à-vis des traumas de l'une et de l'autre et de nos propres traumas aussi, en fait. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Évidemment, premier conseil, c'est logique, c'est la communication. Parler de ce qui ne va pas, parler de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. C'est important. Voilà, de toute façon, la communication, traumatisme ou pas, c'est la base. Il faut communiquer. Moi, je suis d'avis que c'est toujours bien, voire même très important de parler après une relation intime, de ce que vous avez fait pendant la relation intime, et même de parler pendant, hein, si jamais ça vous rassure et tout machin, de ce que vous avez plutôt aimé, moins aimé, qu'est-ce que vous voudriez tester, etc. etc. Voilà, ça c'est une première base. Parler aussi potentiellement de ces traumas, ça peut aider. Pas forcément en rentrant dans les détails parce que ça peut trigger, mais savoir au moins ce qui peut vous trigger ou pas. Essayez de détecter les choses qui vous mettent mal. Des trucs pour vous ancrer dans le moment, dans la relation intime et ne pas du coup vous laisser avoir des flashbacks, des traumas et tout, ça va être de jouer sur les sens. Donc très souvent quand on a des flashbacks, ça joue sur les sens. Comme je vous disais, l'odeur, la vue, des flashbacks, des sensations, des ci, des ça. Donc évidemment, il faudrait jouer sur ces sens-là pour vous ancrer plutôt que de vous faire dissocier et avoir des flashbacks. Potentiellement, créer une playlist avec que des musiques que vous savez qui sont safe pour vous et qui ne vous triggerent pas. Ce serait con pendant l'acte de tomber sur une musique qui vous rappelle un très mauvais souvenir et des triggers pendant le moment. Donc créez-vous une playlist que vous pourriez mettre pendant l'acte, voilà, comme ça c'est déjà un son sonore, enfin un son sonore LR, c'est la même chose en fait. Ça vous crée un background sonore qui peut potentiellement vous rassurer et vous ancrer parce que vous savez que c'est quelque chose de connu, que voilà, que vous connaissez, etc. Une bougie potentiellement, une bougie, une odeur, une brume, peu importe, une odeur qui vous rassure, qui vous fait du bien, que vous pourriez sentir près de vous sur le lit, etc. pour vous ancrer dans le moment. Des safe words, évidemment. Les safe words, c'est quoi? C'est un mot que vous allez dire quand vous avez besoin que ça s'arrête. Il y a la technique des safe words, un peu comme les feux. Donc feu rouge, feu orange, feu vert. Vous pouvez très bien dire rouge quand c'est stop, on arrête tout. Orange quand
est-ce qu'on peut slow down, ralentir, faire attention, etc. et vers quand tout est ok, tu peux continuer. Voilà, c'est des mots qui sont assez faciles à dire et qui sont surtout hyper faciles à retenir parce que si vous mettez un safe word trop compliqué et pendant le moment où vous êtes trigger, vous vous en souvenez pas parce que quand on est trigger, on est un peu perturbé et tout, donc vas-y pour se rappeler de le safe word, c'était le mot banane, voilà. Non, mettez-vous des safe words simples, voilà, rouge, orange ou rouge, jaune, vert, voilà, tout le monde connaît en fait, c'est quelque chose qui est inscrit chez tout le monde quand on est petit, que le rouge c'est mal, le vert c'est bien. Un truc aussi que je trouve pas mal, c'est si jamais vous avez envie d'expérimenter dans les relations intimes, notamment les positions, mais que sur le moment, en fait, imaginons que vous testiez une position et en fait ça vous met mal et vous n'arrivez pas à dire stop parce que très souvent quand on a vécu des traumas, on ne sait pas dire non et on ne sait pas dire stop et donc vous vous retrouvez traumatisé alors que de base vous ne vouliez pas. C'est bien de tester les positions dans un contexte qui n'est pas du tout sexuel. Par exemple, vous mettez sur votre lit, sur le sol, peu importe et tout, vous rigolez, etc. Et dans un contexte qui n'est pas du tout à double sens ou intime, sexy, quoi que ce soit, juste dans un contexte où vous êtes habillé, vous testez des positions pour savoir si la position en elle-même vous met mal à l'aise, vous met inconfortable ou si au contraire c'est ok. Je trouve ça bien parce qu'au moins si jamais c'est pas ok, vous le ressentez direct et vous êtes habillé, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas d'engagement de ci, de ça. Et je trouve ça vraiment pas mal comme astuce. Donc voilà, je vous la donne aussi, ça peut être super chouette. Est-ce obligatoire que la personne avec qui tu as une relation sexuelle soit au courant de tes traumas ? Ce n'est pas obligatoire. Tu parles de ce que tu as envie de parler, avec qui tu as envie d'en parler. Mais je pense que si tu as vécu des traumas, alors tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais peut-être en parler avant, prévenir en mode moi j'ai vécu des trucs niveau intime qui font que j'ai peur d'avoir des flashbacks, décider ça. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place des safe words ? Les safe words, c'est utile pour n'importe quel type de relation, que ce soit votre partenaire, un coup d'un soir, peu importe. Un safe word, c'est hyper important. Je pense que c'est même nécessaire pour tout type de relation, trauma ou pas. Au moins ça, pour mettre les bases et pour vous protéger vous-même et que la personne soit au courant et qu'elle ne fasse pas de la merde non plus. Voilà. As-tu déjà demandé à arrêter un rapport à cause de flashbacks, dissociation et autres ? Non. Et c'est ça mon gros problème, c'est que quand je suis dans le moment, très souvent je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire que je veux arrêter ci, que je veux changer ça, parce que dans ma tête, vu que j'ai une vision qui a été complètement détraquée au moment où je me construisais en fait, et que mes premières interactions avec la sexualité ont été à chaque fois non consenties, etc. Depuis, je ne sais pas dire non. Pour moi, mon corps est mon corps est un outil pour l'autre personne et en tout cas c'est comme ça que je me suis vue pendant très longtemps, que je devais du coup l'acte, je devais donner du plaisir par mon corps, que je devais ça aux gens et que je n'avais pas à dire non tout simplement parce que c'était mon rôle, voilà. Donc c'est horrible de se voir comme ça concrètement. Maintenant ça va mieux. Aussi, comme je le disais, je vis maintenant des relations intimes qui sont bien plus épanouissantes et qui me donnent du plaisir et ci et ça. Et je sais communiquer maintenant et ça c'est chouette. Un truc aussi que je trouve bien, c'est par exemple je vous parlais de ma copine qui elle aussi a vécu des traumas. Je sais qu'un truc qui l'a beaucoup aidé, c'est le fait de savoir qu'elle pouvait arrêter à tout moment. Et en fait à l'époque, elle aussi se sent un peu comme un objet en fait, elle a exactement la même vision que moi très souvent, d'être un objet de désir pour la personne et ne pas avoir le droit de dire non et tout, et c'est des choses qu'elle a pu vivre dans d'autres relations. Et ce que j'ai fait en fait quand on a commencé à avoir des relations, c'est que à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle étape, s'embrasser, se déshabiller, etc., je lui demande à chaque fois est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu veux continuer, sache que t'es pas obligé de continuer du tout. Si tu veux arrêter, on peut arrêter. On peut regarder une série, manger un truc, ci, ça. Tu n'es pas obligé de me donner, de m'offrir quoi que ce soit. C'est ok. Et donc c'est quelque chose qui la rassurait beaucoup parce que je disais putain, elle me donne une porte de sortie en fait. Il y a des personnes, comme je vous dis, moi je suis pas le genre de personne où j'arriverai à dire non très souvent. Il faut qu'on me présente la porte de sortie pour oser la prendre en fait. Et ça c'est comme ça que ce soit dans la relation intime ou dans n'importe quel autre truc, j'ai beaucoup de mal avec le consentement en général et mon propre consentement. Très souvent j'ai l'impression que mon consentement, en fait il n'existe pas et il n'est pas valable en fait. Du coup offrir cette possibilité, cette porte de sortie à la personne, ça peut beaucoup la rassurer parce qu'elle peut se dire une porte de sortie existe, je peux la prendre si je veux. Et voilà, c'est un truc qui nous a aidés personnellement. Donc dernière question. Des moments clés de ta sexualité consentie qui t'ont aidé à avancer, comportement, attention, phrase. Comme je le disais pour la 3e fois, sauf que vous n'avez pas vu, mais bon bref. Eh bien, il y a certains moments qui m'ont aidé, c'est vrai. Notamment un peu une des premières choses qui s'est passée quand j'ai commencé à sortir avec Eve, qui a été qu'elle n'a pas voulu faire le premier bisou. Elle voulait que ce soit moi qui le fasse parce que ça a été la première à faire le premier pas pour avouer ses sentiments, parce que moi je n'aurais jamais osé le faire, je n'ai jamais avoué mes sentiments à qui que ce soit. Voilà.
J'attends toujours que la personne vienne vers moi. Du coup, elle m'a dit, je ne te ferai pas de bisous. Christina, c'est à toi de faire le premier pas. Tant que tu ne choisiras pas quand est-ce que tu veux le faire, voilà. Au moment où tu veux, peu importe, il n'y aura pas de bisous. C'est toi qui contrôle la situation, c'est toi qui décides. Et c'était la première fois en fait où on me disait ça, où on me laissait faire et où on me laissait prendre le contrôle d'un truc, en fait, surtout un truc qui est un peu plus intime, même si on parle juste d'un premier bisou, mais quand même, c'est quelque chose qui va potentiellement amener à plus, voilà, ou pas, mais bref. Et ça a été assez marquant pour moi en fait de me dire, ouais, j'ai réussi à faire ce premier pas, parce que oui, du coup, j'ai réussi à faire le premier bisou. Je crois le 2 jours après en fait qu'elle m'a dit ça, mais j'avoue, j'étais stressée. Hein. Au début, c'est hyper stressant quand c'est la première fois que tu fais ça de ta vie, même si c'est juste pour un bisou, encore une fois, c'est effrayant. Mais ça s'est très bien passé et en fait, ça m'a un peu créé cette graine dans mon cerveau qui a grandi petit à petit de je peux contrôler en fait. Je peux décider moi aussi de ce genre de choses. J'ai pas à me laisser faire en fait. Et du coup, ça m'a aidé. Et évidemment le fait de parler de tout ce que j'avais vécu avec elle, mais aussi avec une psy, des safe words, décider ça. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place pour réussir à aller mieux. Et si vous avez vous-même des astuces, des expériences, des choses que vous mettez en place et tout par rapport à votre sexualité, à la sexualité que vous partagez avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je trouve ça super intéressant parce que mon expérience n'est pas une expérience universelle. Peut-être que j'ai donné des conseils qui ne vous aideront pas. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. C'est très important qu'on parle de tous ensemble selon moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle en aura aidé certains, que c'était pas des conseils trop bateaux, type faut communiquer, parce que bon, faut communiquer, c'est quand même, ça veut tout dire et rien dire, mais j'ai quand même essayé de vous donner plein d'astuces et tout auxquelles on pense pas forcément, et aussi vous parler de mon parcours, chose que je n'avais pas fait vraiment avant non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu tout simplement. Et voilà, est-ce que Eve, tu veux faire un bisou de finalité? À moi évidemment, pas à vous. T'allais me mordre? Non, rien à voir. Tu m'as fait mal. Regardez mes biceps. Oui, t'as des gros biceps. T'es kawaii. Pardon. Bref, bisous.